Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule du cours de statistique. Nous allons ici envisager un début d'analyse des données, à savoir la réalisation des tableaux statistiques et la création de graphiques. Allez go, c'est parti. Votre échantillon, vous l'avez, il est là. Vous avez une série de données, donc au minimum 30, minimum, et ces données ont été dictées par le hasard. On a vu ça dans la deuxième capsule. Les lois de l'échantillonnage sont absolument claires. C'est le hasard qui a le maître mot ici dans la réalisation de vos données. Ces données vont être les valeurs de votre variable, quelle qu'elle soit. Mais justement, on l'a vu, les variables statistiques, elles peuvent être de différentes sortes. Vous avez des variables quantitatives et vous avez des variables qualitatives. Quantitative, je vous le rappelle, ça veut dire que vos données sont chiffrées, elles s'expriment à travers des nombres. Qualitative, ça veut dire que vos données s'expriment à travers des mots. S'il y a un ordre parmi ces mots, la variable sera dite ordinale, donc un ordre de préférence, de sélection, tandis que s'il n'y a aucun ordre, la variable sera dite nominale. Quant aux variables quantitatives, vous avez également deux catégories. Je vous le rappelle, les variables discrètes et les variables continues. Variable discrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un nombre fini de valeurs et généralement, c'est même un petit nombre de valeurs. Tandis que pour les variables continues, par contre, là, vous n'avez absolument aucune limite. Je vous donne un exemple. Ici, si vous achetez des vêtements, vous avez des tailles. Au point de vue des femmes, ça commence à 34 et ça va s'achever probablement dans les 50, je ne sais pas. Mais en tout cas, 34, 36, 38, 40, etc. Et ça, c'est un nombre fini de valeurs et vous n'avez rien entre ces valeurs-là. Vous n'avez pas une taille 38,2, ça n'existe pas. Donc la taille sera une variable discrète. Elle s'exprime à travers des nombres, 38, 40, 42, mais ces nombres sont en nombre fini et surtout, il n'y a pas de décimale. Par contre, forcément, vos mensurations, elles sont apparentées à une variable continue. Pourquoi? Parce que tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, tout ça va s'exprimer en centimètres et vous avez certainement autant de résultats que de personnes. Mais ces résultats vont être afférés à une taille unique. Tel tour de hanche, tel tour de taille, tel tour de poitrine, ça va être la taille 44. Mais vous voyez ici la nuance entre la variable continue, où là, tous les résultats possibles et imaginables peuvent être attendus, tandis que la variable est discrète quand vous avez un nombre fini de valeurs. Alors on commence maintenant à traiter quelques exemples. Et le premier exemple que je considère va référer à une variable qualitative. Donc c'est toujours important ici d'être précis. On va voir ce qui se passe quand on ne l'est pas. Précis, ça veut dire qu'on doit désigner quelle est la population ciblée, quel est l'échantillon que vous avez sélectionné parmi cette population, comment vous avez récolté les données et quelle est la question que vous avez posée, c'est-à-dire quelle est la variable. Donc ici, moi, je vais poser une question sur le moyen de transport. Quel moyen de transport utilisez-vous? C'est donc quelque chose que je fais à travers un sondage. Je ne vais pas mesurer ça. Je vais interroger des personnes. Ce moyen de transport, on va me répondre par des mots. J'utilise une voiture, j'utilise le train. Donc, si on me répond à travers des mots, c'est une variable qui est qualitative et en plus nominale ici, puisqu'il n'y a pas de moyen de transport supérieur à un autre. Chacun prend celui qui est le plus pratique pour lui-même. Donc, variable qualitative nominale, j'interroge les gens sur leurs moyens de transport, je les interroge à travers un sondage, et un sondage qui est fait via un échantillonnage aléatoire simple, c'est-à-dire que je tire vraiment au sort, c'est le hasard complet qui décide ici. Je ne fais pas de groupe, que ce soit à travers des strates ou autres. Je ne fais aucun groupe et j'interroge tout simplement les gens au hasard. Quelle catégorie de gens j'interroge? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les étudiants de la haute école utilisent comme moyen de transport. Donc ça, c'est ma population cible. Et ma population, elle est au nombre de 2700.
il y a 2700 étudiants à la haute école. C'est beaucoup. Donc, je vais sélectionner un échantillon. Et si j'utilise ici, vous savez, hein, je vous ai donné ici dans la capsule numéro 2 un site où vous pouvez calculer quel serait l'échantillon optimal pour avoir une réponse précise et surtout une extrapolation digne de ce nom, vous devez quand même avoir un échantillon de 1272 étudiants. Donc tout ça toujours avec un coefficient de certitude de 95% et une marge d'erreur de 2%. Imaginons, je ne l'ai évidemment pas fait, mais imaginons, j'interroge les 1272 étudiants. Et voici les réponses. Donc, les valeurs de la variable, c'est les différentes réponses que j'ai obtenues. Voiture, bus, train, trottinette, à pied, etc. Il n'y a que 5 réponses. Vous avez 1272 personnes qui sont interrogées. Forcément, ces réponses, elles vont intervenir un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont répondre la même chose. Plusieurs personnes vont répondre « j'utilise la voiture », plusieurs personnes vont répondre « je prends le bus », etc. Eh bien, je mets ça dans une autre colonne où là, je vais tout simplement répertorier le nombre de fois que cette réponse apparaît. Donc, 403 personnes ont répondu voiture, 343 personnes ont répondu qu'ils prenaient le bus, 399 personnes pour le train, 38 pour la trottinette et 89 vont à pied. Ça, c'est le résultat de votre sondage. Comment allez-vous maintenant concrétiser ça à travers un tableau statistique? Eh bien, comme ceci. Il y aura toujours une première colonne variable avec les mots, les réponses qui ont été obtenues. Le nombre de répondants va s'appeler en effectif. Il va se noter NI. Donc le premier effectif, ce sera 403. Ça veut dire que 403 personnes ont répondu qu'ils prenaient la voiture. Ce premier effectif, je vais le noter N1. Donc tous les effectifs se notent par un N minuscule et un indice qui signale tout simplement l'ordre d'apparition dans votre traitement statistique. Ça ne signifie pas que prendre la voiture est meilleur que aller à pied. C'est tout simplement l'ordre d'apparition ici dans votre sondage. Donc premier effectif 403, deuxième effectif N2 343, etc. C'est toujours intéressant d'additionner tous vos effectifs pour obtenir ce qu'on appelle l'effectif total, qu'on note petit n. Retenez bien ça parce que ce petit n va jouer un rôle très important. Bien sûr, nous savons que nous avons interrogé 1272 personnes. On s'attend à ce que cet effectif soit égal à 1272. Et c'est bien le cas. Je vous engage à vérifier si vous ne me croyez pas. 403 plus 343 plus 399 plus 38 plus 89, ça fait bien 1272. Attention, je vais noter ça d'une façon un petit peu particulière. Donc ici, au niveau des effectifs de façon abstraite, maintenant, ça signifie que j'ai additionné N1, N2, N3, N4 et N5. Bien, en général, les mathématiciens regroupent ça parce que ça devient très long. Ici, je n'ai que 5 termes, mais imaginez que j'en ai 168. Hein, ça devient très très long. Ce qui veut dire que nous allons regrouper ça sous une formulation en disant que c'est la somme. Vous voyez là, ce signe bizarre, en fait, c'est un S majuscule grec. Donc S pour somme, évidemment. Et ça signifie que je prends la somme de tous les NI, donc les NI, c'est-à-dire N1, N2, N3, N4 et N5, pour I allant depuis 1 jusqu'à 5. Ce qui signifie que je commence à 1 et que je termine à 5. Mais je prends les valeurs intermédiaires qui sont 2, 3 et 4. Donc c'est vraiment une façon ici simplifiée, je vais dire, même si on n'aime pas ça quand on voit la première fois, pour écrire une somme avec pas mal de termes. Donc ça c'est la deuxième colonne, les effectifs. Et puis vous avez également une troisième colonne avec les fréquences. Que sont les fréquences? Les fréquences, ici, c'est tout simplement, bon, nous avons 1272 personnes, il y en a 403 par exemple qui prennent la voiture, et si au lieu de 1272 personnes, il n'y en avait que 100, c'est ramener à un effectif égal à 100, c'est-à-dire prendre un pourcentage. Eh bien, si au lieu de 1272 personnes, il n'y en avait que 100, à ce moment-là, 403 personnes se seraient réduits à 31,68 personnes. Ce qui signale
un pourcentage de 31,68%. C'est toujours beaucoup plus significatif de s'exprimer en termes de pourcentage parce que, évidemment, l'effectif, il va varier d'une enquête statistique à l'autre et 1272, c'est pas forcément un nombre remarquable. Donc, 403 sur 1272, on sent qu'on s'approche du tiers, mais ça n'est pas plus parlant que ça. Si on veut vraiment faire comprendre aux gens les résultats de l'enquête statistique, on s'exprime non pas en effectif, mais en fréquence. Et on transforme. Il y a de l'ordre de 32% de gens qui empruntent la voiture, 27% pour le bus, 31% pour le train, 3% pour la trottinette et 7% pour aller à pied. Bien sûr, vous l'avez compris, si on additionne ces 5 fréquences, on doit obtenir un total de 100%. Attention, parfois, on n'obtient pas exactement 100%, on obtient quelque chose de très proche. Ça dépend tout simplement des erreurs d'arrondi qu'on a effectuées, oui ou non. Alors, vous voyez que ce n'est pas compliqué, mais c'est déjà une première étape dans le traitement statistique. Et surtout, cette étape-là, elle va être prise en charge par plusieurs logiciels. Alors là, je me permets de vous présenter ce que ça donne avec le logiciel Excel, qui est un des logiciels qu'on peut utiliser pour la statistique, bien évidemment. Lui va nous faire les calculs assez immédiatement. Et c'est heureux parce que parfois, nous allons avoir bien plus que 5 valeurs de la variable. Et faire ça à la main, ça commence à devenir un petit peu lourd. Voilà, donc je vous laisse ici avec le fichier Excel. Et nous terminerons ce fichier d'ailleurs par l'obtention d'un premier graphique. Ici, j'ai ouvert un fichier Excel en inscrivant dans la première colonne toutes les valeurs de la variable qualitative, donc voiture, bus, train, trottinette, pied. J'ai également inscrit dans la deuxième colonne le nombre de fois que cela se présentait, c'est-à-dire les effectifs qu'on note encore NI. Alors, ce qu'on peut déjà faire, évidemment, c'est calculer l'effectif total. Donc ça, il s'agit tout simplement d'additionner. Donc je vais dans ici la liste des fonctions d'Excel. Je sélectionne Somme. Je clique sur OK. Je sélectionne ici l'ensemble des 5 effectifs. Et j'obtiens donc l'effectif total qu'on note encore N qui est ici de 1272. Au niveau des fréquences, je dois les calculer. Elles ne me sont pas données. Donc, en fait, par définition, ce sont tout simplement chacun des effectifs divisé par l'effectif total. Alors attention, je vais faire quelque chose que Excel adore. C'est d'ailleurs ici l'avantage principal d'Excel, c'est que je vais étirer les calculs, mais je dois chaque fois diviser par la même valeur qui est de 1272. Donc, je stabilise cette valeur-là en mettant la cellule qui correspond à 1272 entre dollars. Attention, donc les dollars encadrent la lettre. Bon, une fois que j'ai fait ça, je suis contente. Enter, donc ça me donne ce pourcentage-là. Et j'étire ici pour avoir l'ensemble des pourcentages. Alors, ces pourcentages sont écrits en décimales. Je préfère les écrire sous la forme de véritables pourcentages. Les voilà. Et on peut toujours bien sûr vérifier par une fonction somme que l'addition ici de ces 5 pourcentages donne bien 100%. Et vous voyez que c'est bien le cas. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un petit graphique. Comme il s'agit d'une variable qualitative, je préfère personnellement les graphiques circulaires ou encore familièrement appelés en camembert. Donc pour ça, je sélectionne d'abord toutes les valeurs de la variable. J'appuie sur CTRL pour garder cette sélection et je sélectionne également les pourcentages. J'aurais pu bien sûr sélectionner les effectifs, mais je trouve que les pourcentages sont plus parlants ici. Je clique sur Insertion. Je vais chercher un graphique circulaire. Le voilà, par exemple. Et vous voyez, voiture, bus, train, trottinette, pied. Il y a déjà ici le code couleur, la légende qui correspond à ceci. Alors, c'est jamais interdit de faire un graphique un peu plus joli. Personnellement, je préfère un fond noir. Et enfin, je vais noter tout simplement un titre pour que ce soit bien plus clair. Donc ici, on a étudié les moyens de
transport. Voilà. C'est encore mieux si on peut installer les pourcentages. Donc pour ça, on clique droit sur une partie du graphique circulaire. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre et on nous propose notamment d'ajouter des étiquettes de données. Ben oui, ajouter les étiquettes de données, voilà. Comme ça, je vois l'inscription des pourcentages et je sais immédiatement à travers ce graphique que 32% des gens utilisent la voiture pour se rendre à l'école. Alors vous avez vu hein, ce graphique-là, ce graphique circulaire en camembert, ben, c'est clairement celui que je préfère pour une variable qualitative. Vous n'êtes pas obligé de prendre tel type de graphique pour tel type de variable, mais je vous avais annoncé, finalement, il y aura un traitement statistique différent pour une nature de variable différente aussi. Et je pense que le plus visuel, le plus clair, quand vous avez affaire à une variable qualitative, c'est d'établir un graphique circulaire, comme vous le voyez ici. Donc vous voyez là, pas besoin d'avoir fait des études en statistique très poussées. Tout le monde voit bien que à une couleur correspond un moyen de transport. Vous avez forcément subdivisé votre disque ici en fonction du pourcentage. Donc la totalité du disque, bien sûr, c'est 100%. Une moitié de disque, c'est 50%. Et ici, puisque les pourcentages étaient clairs, vous voyez tout de suite ici que la trottinette, hein, c'est la petite mal-aimée ici des moyens de transport utilisés. Tandis que entre le vert, c'est-à-dire la voiture, et le mauve, c'est-à-dire le train, c'est un petit peu kiff-kiff. Hein, donc les gens préfèrent manifestement ce genre de moyens de transport. Nous passons maintenant à un deuxième type de variable, la variable quantitative. On ne va pas se le cacher, c'est surtout celle-là qui va nous intéresser. Et je vais aller vers une variable quantitative discrète, donc ayant un nombre fini de réponses possibles. Et ma question ici, ce sera combien d'enfants avez-vous? Donc là aussi, hein, c'est un petit peu comme les tailles. Il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y en a pas 10 000 quand même. Les gens qui ont 10 648 enfants, c'est plutôt rare. Ben, on s'attend à des réponses 0, 1, 2, 3, voire 4, 5, 6. Ça ira rarement au-delà. Donc, nombre fini de réponses. Alors, à qui est-ce que je m'adresse? Ben, ma population cible, ce sont les femmes belges, qui sont au nombre, vous voyez, de pratiquement 6 millions. Et hors de ces 6 millions, je vais en fait sélectionner un échantillon de 16 femmes. 16 par rapport à 6 millions, soyons clairs que ce n'est pas sérieux. Et en plus, on est en dessous des 30 données que je vous avais ici conseillées. Mais si j'avais utilisé, puisqu'il s'agit d'un sondage ici, hein, je ne fais pas de mesure, j'interroge des personnes, sondage par aléatoire simple, c'est-à-dire que je prends les femmes interrogées ici complètement au hasard, parmi les 6 millions qui me sont proposés. J'en sélectionne 16, donc totalement au hasard. Réellement, s'il avait fallu que je fasse un sondage sérieux, j'aurais dû en prendre 2400. Ici, ce n'est pas faire un sondage sérieux qui m'intéresse, c'est surtout vous amener les tableaux statistiques. Que sont-ils par rapport aux différentes natures de variables? Eh bien, voilà les réponses à mon sondage. Donc, vous les voyez dans l'ordre. La première dame interrogée a dit qu'elle avait un enfant. La deuxième dame interrogée a dit qu'elle avait 2 enfants. La troisième 2, la quatrième 2, la cinquième 0, etc. Vous avez 16 réponses au total. Comment vais-je traduire ça dans un tableau statistique? Eh bien, comme ça. Donc là, vous êtes habitué maintenant, quelque part, avec la variable qualitative que nous venons d'envisager. La seule différence ici, c'est que les valeurs de la variable s'expriment à travers des nombres et que ces valeurs, alors, je vais les noter xi. Donc xi, ce sont les différentes valeurs de votre variable. Et ici, regardez dans les 16 réponses que vous avez obtenues, bon, ça c'est typique de l'échantillon, hein, on aurait pris un autre échantillon, on aurait probablement eu, voire certainement eu d'autres réponses, mais regardez bien, en dehors de 0, 1, 2, 3, vous n'avez rien d'autre comme réponse. Donc, ce sont les différentes réponses que j'ai reçues. 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Plusieurs dames ont répondu. Il y en avait 16. Il n'y a pas que 4 femmes qui ont répondu ici. Et donc, vous allez avoir plusieurs personnes qui ont donné la même réponse. Il y a une seule dame qui a 0 enfant. Donc, son effectif ici, ce sera 1.
Combien de personnes ont répondu « j'ai un enfant » Vous voyez, il y a la première, il y a à peu près au milieu, là, et puis vers la fin. Donc, vous avez 3 réponses avec « j'ai un enfant ». 8 personnes ont dit qu'elles avaient 2 enfants et 4 personnes ont répondu qu'elles avaient 3 enfants. Ça ne fait jamais de mal de vérifier que quand vous additionnez ces 4 effectifs-là, vous obtenez bien l'effectif total, à savoir 16. Au moins, ça vous permet de voir que vous n'avez rien oublié. Et puis, comme précédemment, on va installer les fréquences. Donc, si je n'avais pas eu 16 personnes dans mon échantillon, mais 100, comment aurais-je traduit le fait qu'une personne avait 0 enfant? Une personne sur 16, ça fait 6,25%. 3 personnes sur 16, ça fait 18,75%. 8 personnes sur 16, ça c'est facile. 8 sur 16, ça fait 1,5, donc 50%. 4 personnes sur 16, ça fait un quart, donc 25%. On additionne ces 4 fréquences et on obtient un total de 100% parfait. Parfait, mais pas complet. Parce que face à une variable quantitative, et ce qu'on ne fait pas vis-à-vis d'une variable qualitative, on va ajouter ici certaines colonnes. Donc, vous voyez, j'ai repris les variables. Vous savez maintenant que je les appelle xi, enfin les valeurs de la variable. Je les appelle xi. J'ai repris les effectifs ni. J'ai repris les fréquences fi. Mais j'ai ajouté ici 2 colonnes, à savoir les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Ça vaut la peine quand vous avez une variable quantitative. Alors, les effectifs cumulés pour les différencier des effectifs simples, on les note avec un N majuscule. Et de même, les fréquences cumulées, pour les différencier des fréquences simples, on les note avec un F majuscule. Que sont ces cumulés? C'est tout simplement additionner les uns après les autres. Donc, le premier effectif cumulé, ce sera le premier effectif, c'est-à-dire 1. Ensuite, vous voyez qu'il y a un deuxième effectif, 3. Ce 3, je l'ajoute au 1 précédent, ce qui me fait évidemment un total de 4. Vous voyez que l'effectif suivant, c'est 8. Ce 8, je l'ajoute à 4, ce qui me fait un total de 12. Et enfin, le dernier effectif étant égal à 4, je l'ajoute à 12, ce qui me fait 16. Même principe pour les fréquences. Je pars de la première fréquence, 6,25%. Je lui ajoute la fréquence suivante, 18,75, ce qui me fait un total de 25%. À ces 25%, j'ajoute les 50%, qui sont la troisième fréquence. Donc, ça fait un total de 75%. Et à ces 75%, j'ajoute 25%, donc pour avoir le total de 100%. Quel est l'intérêt de ces effectifs et fréquences cumulées? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir répondre à certaines questions comme combien de femmes ont minimum 2 enfants? Combien de femmes ont maximum 2 enfants? Donc, dès que vous amenez des questions avec des minima et maxima, ce sont les cumulés qui vont vous répondre. Donc, par exemple, combien de femmes, en pourcentage peut-être, ont maximum 2 enfants? Maximum, ça veut dire 0, 1 et 2. Donc, ici, je vais chercher les fréquences cumulées qui correspondent à la valeur de la variable 2, et ça me donne 75%. Et bien sûr, vous pouvez répondre à d'autres questions, mais chaque fois, il va y avoir le mot maximum ou minimum là-dedans. Alors ça, c'est le tableau statistique. Il nous reste encore à envisager le graphique qui est associé à une variable quantitative discrète. Comment va-t-on faire? Eh bien, en fait, on va faire comme ceci. Donc, vous voyez, il y a les 4 points en rose qui représentent les valeurs de la variable. Donc, les réponses qui m'ont été données, c'est 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et les croix en bleu, c'est le nombre de fois que ces réponses ont été dites dans mon échantillon. Donc ici, une personne a dit « j'ai 0 enfant », 3 personnes ont dit « j'ai 1 enfant », etc. Ce qui veut dire que vous avez 3 croix bleues pour le point rose en 1. Alors, tout ça est très bien, mais imaginez, c'est un petit peu casse-pied de faire chaque fois des croix pour toutes les réponses. On a décidé que plutôt que de faire des croix, on allait en fait comme entourer ces croix avec des rectangles dont la hauteur serait fixée au nombre de réponses qui seraient données. Donc vous voyez ici, par rapport à 0, vous avez un premier rectangle qui s'arrête à la hauteur 1.
Ça veut dire ça que tout simplement, vous avez une personne qui a répondu qu'elle n'avait pas d'enfant. Par rapport à la valeur 1, vous avez un rectangle qui s'arrête à 3. Donc ça veut dire que 3 personnes ont répondu j'ai un enfant, etc. Je trouve que c'est de nouveau, hein, il n'y a pas d'obligation, mais je trouve que c'est un graphique qui sied particulièrement au cas variable quantitative discrète. Et c'est un diagramme qu'on appelle diagramme en bâtonnet. Donc par exemple, voilà ce que ça va donner au niveau d'Excel. Hein. C'est la même chose, sauf que c'est plus joli que ce que j'ai fait. Donc en abscisse, vous avez les valeurs de la variable. Donc ici 0, 1, 2, 3. En ordonnée, vous avez le nombre de fois que cette réponse a été fournie. Donc, le premier rectangle monte jusqu'à 1, le deuxième jusqu'à 3, etc. Donc ça, c'est à nouveau très visuel et surtout, ça va être très utilisé dans la suite, ce genre de graphique. Vous allez comprendre pourquoi, mais d'ici quelques heures. Alors, il me reste un dernier type de variable ici à envisager. C'est la variable quantitative continue. Et là, cette fois-ci, je me pose des questions par rapport à la croissance des plantes. Croissance en masse ici. Donc, c'est un accroissement qui est exprimé en grammes. En fait, l'objectif de l'étude, c'est de faire une étude comparative de certains engrais. Logiquement, vos plantes vont s'accroître, quel que soit l'engrais que vous utilisez, mais peut-être que certains engrais sont plus efficaces que d'autres. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir un accroissement qui est plus grand. Nous n'en sommes pas encore là pour comparer, mais simplement je vous situe le sujet de l'étude. Donc cette fois-ci, ma variable est quantitative puisque j'ai un accroissement qui est exprimé avec des nombres. Continue parce que je peux avoir n'importe quel type de réponse. À chaque plante, j'aurai certainement un accroissement différent. Comment est-ce que je récolte mes données? Comment est-ce que je les mets en évidence? Cette fois-ci, je ne fais plus un sondage. C'est difficile que les plantes me répondent. Donc, je fais des mesures. Alors, des mesures où je tire au sort, complètement au sort, mes plantes, d'où l'échantillonnage aléatoire simple. Et puis alors, une fois que j'ai sélectionné au hasard mes plantes, je fais des mesures, alors soit sur site, soit en labo. Ma population, bien sûr, ce sont les plantes en question. Alors, il se fait que ce sont des véritables données ici que je vous mets. Mais par contre, l'analyse ne disait absolument pas de quel type de plante il s'agissait. Donc, je vais mettre plante comme ça. Alors, imaginez, même en vous particularisant, je ne sais pas moi, aux épis de blé, il y en a combien hein? Donc, impossible d'avoir l'effectif ici, d'avoir la taille de votre population. Par contre, au niveau de l'échantillon, même si j'ai des milliards de plantes à ma disposition, je vais juste en sélectionner 30 et mesurer donc l'accroissement en grammes de ces 30 plantes-là. Et bien, voilà les résultats au-dessus. Donc, la première plante, elle a eu un gain de 4,2 grammes, la deuxième de 5,6 grammes, la troisième de 5,2 grammes, etc. J'ai 30 données ici. Et manifestement, vous voyez, ne serait-ce que par l'apparition des décimales, c'est le cas continu qui est sous-jacent. Alors, le cas continu, je vais devoir le traiter tout à fait différemment. En tout cas, si je n'utilise pas les logiciels, parce que tout simplement, regardez ici, vous avez 30 données, il y a très peu de répétitions. Vous voyez que le 5,3 malgré tout se répète, hein, il apparaît 2 fois. Il y a probablement encore d'autres répétitions, mais qu'on ne voit peut-être pas forcément immédiatement. Oui, le 5,5 apparaît 2 fois aussi. Mais malgré tout, c'est très différent par rapport aux variables discrètes qui, ayant peu de valeurs possibles, ont forcément beaucoup de répétitions de ces valeurs. C'est logique. Tandis qu'ici, comme vous avez toutes les valeurs possibles, ces valeurs vont très peu se répéter, voire pas du tout. Donc là, si on commence à mettre ma variable xi, c'est 4,2, puis c'est 5,6, puis c'est 5,2, on n'a pas fini. Et encore, là, on a un échantillon bien gentil, il n'y a que 30 données. Imaginez que vous ayez 5000 données. Imaginez 5000 lignes dans un tableau. C'est infaisable. Donc, on traite différemment, d'un point de vue statistique, la variable quantitative continue en créant ce qu'on appelle des classes.
Alors les classes, ça occupera la première colonne maintenant. Donc vous voyez la différence par rapport à la variable quantitative discrète qui, elle, n'a pas besoin de classe. Donc c'est encore une colonne supplémentaire ici, où je vais regrouper en fait tout un ensemble de valeurs. Donc regardez la première classe. J'ai décidé de prendre toutes les valeurs qui sont comprises entre 3,8 et 4,3, mais j'exclus 4,3. Et vous regardez dans l'ensemble des 30 données, on peut le faire à la main ici, mais bien sûr les logiciels vont nous aider. Donc ici, on va regarder dans l'ensemble des 30 données qui est compris entre 3,8 compris et 4,3 non compris. Regardez par exemple la première valeur, 4,2, oui, ok, elle y est. 5,6 n'y est pas, 5,2 n'y est pas, 6,1 n'y est pas, 4,5 n'y est pas, 4,6 n'y est pas, 5,2 n'y est pas, 4,5 n'y est pas, etc. Je ne vais pas faire une litanie, mais en fait, quand vous regardez l'ensemble des 30 valeurs, il y a 4 valeurs sur ces 30 qui appartiennent à cet intervalle. Donc, qui sont au minimum 3,8 et au maximum, ici 4,2, puisque bien sûr, je n'ai pas d'autres chiffres après la virgule que l'unique décimale. Et je fais ça pour chacune des classes. Alors vous allez me dire peut-être, ok, mais combien de classes et quelle amplitude de classes? Par amplitude, j'entends tout simplement la longueur des classes, donc la différence entre le nombre le plus grand et le nombre le plus petit de chaque classe. Tout simplement, ici, je me suis dit, j'ai 30 données et j'ai envie tout simplement de faire 5 classes parce que ça se met très bien, tout simplement. Et c'est ça, déjà, vous voyez, alors quand on faisait des statistiques à la main et qu'on n'avait pas de logiciel, c'est-à-dire qu'on devait procéder comme ceci, nous verrons plus tard comment faire à travers un logiciel, les classes, elles sont dépendantes de la personne qui fait l'analyse statistique. Bon, ça c'est une chose. Une fois que vous avez fait vos classes, vous pouvez bien sûr ici répertorier les effectifs comme je viens de le faire en regardant le tableau du haut et en se disant, mais finalement je vais compter combien de valeurs j'ai dans chacune des classes. Bon, la première elle en a 4, la deuxième elle en a 6, etc. Vous avez 5 effectifs ici puisque 5 classes. Et comme d'habitude, on additionne tous les effectifs pour avoir l'effectif total et on obtient 30, on est content, ça correspond à la taille de l'échantillon. On peut faire les effectifs cumulés. Donc ça maintenant, vous avez vu ce que c'était. On additionne tous les effectifs au fur et à mesure. Donc on prend le premier, 4, on fait plus 6, 10, on fait plus 7, 17, on fait plus 7, 24 et on fait plus 6, 30. Au niveau des fréquences, on le sait, si au lieu de 30 plantes, j'en avais eu 100, ça correspondrait à quel effectif? 4 sur 30 correspond à 13 sur 100, donc on a 13% des plantes dont l'accroissement est compris entre 3,8 et 4,3. Et bien sûr, même principe pour les fréquences cumulées. Ce que j'ai ajouté ici, parce que je vais en avoir besoin à un moment donné, c'est qu'il va falloir quand même me donner une valeur de la variable. Puisque maintenant j'ai 5 classes, je n'ai plus 30 valeurs, il va falloir que j'en ai que 5. Alors, comment choisir ces 5 valeurs? Ça va tout simplement être le milieu de chaque classe. Donc, pour faire le milieu, par exemple le premier, je vais faire 3,8 plus 4,3 et je vais diviser donc cette somme par 2. Donc, pareil pour la deuxième, 4,3 plus 4,8. Si je compte bien, ça fait 9,1 et on divise ce 9,1 par 2, ce qui va nous donner 4,55, etc. Ça va remplacer, ici ces 5 valeurs vont remplacer les 30 valeurs que vous avez. Bon, je le répète, ça c'était avant qu'on ait les logiciels de statistique. On faisait comme ça, et donc les analyses statistiques, elles étaient vraiment très dépendantes de la personne qui avait choisi les classes. Au niveau du graphique, eh bien ma foi, je pense que c'est pas plus mal ici de faire ce qu'on appelle un histogramme. Alors, un histogramme, c'est ceci, ça ressemble très très fort à un diagramme en bâton, comme on a vu pour les variables quantitatives discrètes. La différence, grosso modo, c'est que les rectangles ici se touchent.
Donc, discrète, ça veut dire que les rectangles ne se touchaient pas, il n'y avait rien qui se passait entre les rectangles, aucune valeur n'était permise entre les rectangles. Ici, tout est permis, variable continue, donc les rectangles vont se toucher. Et vous voyez, ici, j'ai demandé à Excel, je vous dirai comment, de faire des rectangles avec 5 classes, en commençant par 3, 8 et en finissant par 4, 3. Alors, malheureusement, Excel ne fait pas comme les statisticiens. Vous voyez qu'ici, par rapport aux classes, il prend chaque fois la borne supérieure. Donc, il prend le 4,3, par exemple. Alors qu'en statistique, généralement, le 4,3 est exclu. Bon, c'est comme ça, c'est Excel, il faut s'y faire. Donc, en tout cas, ça vous explique pourquoi, avec le premier rectangle, je monte jusqu'à 5 et pas jusqu'à 4. C'est ici, mes classes sont un petit peu différentes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça s'appelle un histogramme et c'est un graphique qui est bien pratique pour le cas des variables quantitatives continues. Alors, je ne voudrais pas terminer cette capsule sans vous mettre en garde. Je vous ai dit, rappelez-vous la fameuse citation de Mark Twain, il y a les mensonges, il y a les fichus mensonges et il y a la statistique. Eh bien oui, parce que parfois, on est en train de vous arnaquer. Exemple. Publicité. 9 dentistes sur 10 vous recommandent Sensodyne. Je n'ai rien contre Sensodyne, je le précise. Il se fait que c'est la première publicité que j'ai trouvée, mais à peu près tous les dentifrices y sont passés. On nous annonce 9 sur 10 nous recommandent Sensodyne. Vraiment? Parce que ici, nous ne savons pas combien de dentistes ont été interrogés. C'est important quand même. Est-ce qu'on en a interrogé 10, 10 000? Ça change beaucoup de choses. Quelle a été la question posée? Et quelle est la marge d'erreur admise? Quand on vous donne le soi-disant résultat d'une étude statistique, mais qu'on ne vous précise rien de cette étude statistique, méfiez-vous. Vous ne connaissez pas ici l'échantillon, vous ne connaissez rien de l'échantillon, vous ne connaissez rien de l'analyse statistique, et vous ne connaissez même rien de la question qui a été posée. Parce que, voilà ce qui peut se passer. Imaginons vous n'avez interrogé que 10 dentistes. Très petit échantillon, absolument pas représentatif. Et en plus, à la limite, ils n'ont pas été tirés au sort. À la limite, ils ont des intérêts avec Sensodyne. On n'en sait rien. On n'en sait rien puisque l'échantillon n'a pas été précisé. Peut-être que cette étude est tout à fait honnête, je n'en sais rien. Mais tant que ce n'est pas précisé, moi je me méfie. Et imaginez, vous avez les 10 réponses ici de vos 10 dentistes, et la question qui a été posée, c'est quelle marque au pluriel recommanderiez-vous? Donc, plusieurs réponses sont possibles. Et imaginez, voilà, le premier dentiste dit Sensodyne, Colgate, Oral-B. J'ai ici tourné sur 3 marques pour ne pas la faire longue. Le deuxième dentiste dit Oral-B, Colgate. Le troisième, Oral-B, Sensodyne, etc. Alors, c'est Sensodyne qui a commandé l'étude statistique. Donc, il va regarder. Et regardez, effectivement, Sensodyne apparaît 9 fois sur 10. Mais, si on regarde bien, il n'y a que le deuxième dentiste ici qui ne l'a pas mentionné. Mais si on regarde bien, avec cette question quelle marque au pluriel, en fait, l'étude aurait pu être commandée par Colgate, que Colgate pouvait également être très heureux. Que regardez, ici, Colgate, il apparaît premier, deuxième, quatrième. Alors, donc, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 dentistes sur 10 recommandent Colgate. Et Oral-B, alors là, finalement, il aurait pu se servir de l'enquête de son concurrent parce qu'il apparaît à peu près tout le temps. Regardez aussi, Oral-B, 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 il apparaît 9 fois sur 10 aussi. Donc ça signifie que Sensodyne n'est pas particulièrement plus recommandé que les marques concurrentes en fait. Ce sont des dentistes tout simplement qui se sont dit toutes les marques sont bonnes, donc moi je vais les citer à peu près toutes, en tout cas les premières qui me viennent à l'esprit. Et finalement, n'importe quel Mac aurait pu commander cette enquête-là et ça donnait quelque chose de très bien. Et en plus, regardez ici, finalement, Sensodyne n'est pas forcément la première réponse qui apparaît. C'est la première réponse dans 3 cas sur 10, mais dans les autres cas,
finalement, ça vient après d'autres marques. Est-ce qu'on peut vraiment, alors je ne suis pas en train de dire que Sensodyne est une mauvaise marque, hein, pas plus que Colgate ou Oral-B, je dis simplement que, attention, parfois on essaye vraiment de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein. Sous couvert de statistiques, on essaye de vous convaincre du bien fondé de l'argumentation. Non, en tout cas, pas avant qu'on nous précise quelle a été la question posée, quel a été l'échantillon, quelle a été la marge d'erreur admise, etc. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant. Un autre petit truc aussi, regardez, une autre enquête cette fois-ci. Alors là, je l'illustre à travers un graphique commandé par un journal qui s'appelle Post, hein, d'accord? Alors, vous voyez, ce n'est pas récent, évidemment, puisque on part de 1977 pour terminer vers 1982. En titrage, par rapport à son principal concurrent News, Post affirme « Magnifique, nous sommes en train de les rattraper, nous nous montons comme des dieux, eux ils descendent comme des perdants, et un jour, très rapidement, on va finir par les dépasser. » Alors je vous laisse quelques secondes pour examiner ce graphique. Est-ce que vous êtes vraiment persuadé que c'est ça? Est-ce que vous êtes persuadé que Post va rejoindre et même dépasser News? Ou est-ce que c'est une enquête qui est un petit peu tronquée? Ben oui, hein. Regardez ici. Regardez l'axe des ordonnées. Alors normalement, chaque rectangle ici est distant de 100 000, mais celui-là, on passe de 800 000 à 1 500 000. Petite différence, hein? Petite différence. Et pourtant, le graphique lui a laissé la même hauteur. Ce n'est pas très sérieux. Mais en plus, regardez, on n'a pas commencé à 0. On a commencé à 500 000. Donc, ce sont deux grosses arnaques, en fait. Et si vous modifiez le graphique, et là, en respectant bien les lois d'un graphique, c'est-à-dire que je commence à 0, et j'espace les nombres exactement de la même façon, donc vous voyez ici, l'espace c'est 500 000 à chaque fois, eh bien on s'aperçoit que le post a encore du chemin à faire avant de rattraper News. Alors oui, certes, le post est en train d'augmenter, certes, News est en train de diminuer, mais pas du tout dans les proportions annoncées par la publicité. Donc voilà, ceci était un petit peu pour vous mettre en garde. Attention avec les statistiques, on vous l'annonce. Souvent, on essaye de vous faire croire tout et n'importe quoi. Donc attention à ça. Mais vous commencez maintenant à être des pros. Vous savez déjà faire des tableaux statistiques et des graphiques dignes de ce nom. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour la capsule suivante.